En gros, pour aller vite, la politique qui a été menée depuis 2017, c'est une politique de l'offre et de la compétitivité. Elle n'est pas nouvelle en France, mais elle a été mise à un niveau, tu vois, très haut. Ça consistait à dire quoi? C'était de dire, il faut que la France attire les capitaux, parce que, tu sais, c'est la fameuse phrase d'Helmut Schmidt, chancelier allemand dans les années 80, qui disait « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Donc c'est un peu la même idée. On attire les capitaux, et puis tout ça, ça va permettre de ruisseler investissement et emploi. Pour attirer les capitaux, dans la concurrence qu'on peut avoir avec d'autres places internationales, il fallait abaisser la fiscalité des revenus du capital. Donc, que fait Macron quand il arrive au pouvoir? Il supprime l'ISF et il instaure ce qu'on appelle la flat tax ou le PFU. Chacun va comprendre, c'est un bouclier social du capital. Ça détermine l'idée que le capital ne peut pas être taxé à plus de 30% d'imposition, alors que les revenus du travail peuvent être taxés beaucoup plus haut. Donc 30%, c'est la protection. Et en espérant que tout ça va attirer des capitaux. Alors, ça a attiré des capitaux, incontestablement. De quel pays? Des investisseurs, des actionnaires, beaucoup d'investisseurs étrangers, beaucoup. Les nationalités? Non, on les a pas. Il y a des travaux qui sont demandés là-dessus. Enfin, la France notamment, là, dans tous les emprunts qui ont été lancés, on est dans les recordman d'Europe en termes c'est largement plus de 70%, tu vois, d'investissements étrangers aujourd'hui. Mais bon, on attire les capitaux. Mais c'était la recherche d'ailleurs. Hein, la concurrence, c'était avec d'autres bourses, donc on attire. Bien. Et puis après, donc cette politique-là, on arrive en 2000, l'année d'après Covid, 2022-2023. Et puis, il y a des chiffres de recettes économiques, de fiscalité énormes. Et donc, qu'est-ce que nous disent Bruno Le Maire et tout ça? Nous disent, vous voyez bien qu'on a eu raison de baisser les impôts, puisqu'on n'a jamais eu autant de recettes économiques. Bien. Nous, on a été quand même quelques-uns à dire, bon, attendez, c'est une année post-Covid. L'économie est tombée au fond de la piscine. Quand tu remontes, inévitablement, si tout d'un coup, tu as une croissance très importante parce que ton économie redémarre, par rapport à une année où quasiment tout s'est arrêté, c'est normal que la fiscalité remonte. Toi, c'est normal que tu produises une activité importante. Et puis en plus, il y avait un deuxième phénomène, c'est l'inflation. Parce que ça a peut-être semblé étonnant, mais quand tu as de l'inflation, tu as plus de TVA. Bon, donc la TVA a explosé. Et eux nous disaient, le maire, je me souviens, nous disait, bon, vous voyez, ça marche, notre politique, la preuve, on n'a jamais eu autant d'entrées. Sauf que, en 2023, alors en plus avec une récession de l'activité mondiale, toutes les prévisions de fiscalité qui étaient basées sur ces 2 années extraordinaires, tout d'un coup, là, ils se sont dit, tiens, il y a moins d'entrées fiscales. Tiens, bizarrement. Et puis alors 2024, ça a été le record. Et donc moi, je pense que principalement, ça vient de là. C'est-à-dire que je pense qu'ils ils ont vraiment cru à la réussite de leur politique. Ils ont fini par s'intoxiquer eux-mêmes et quelque part dessiner un paysage exceptionnel. Moi, je me souviens encore Bruno Le Maire, mars 2024, en train de dire la plus grande réussite de notre politique économique depuis 2017, c'est la réindustrialisation. Cette phrase, elle est extraordinaire. Alors ça tombe bien parce que, figure-toi, il y a 2 jours, j'ai reçu la Cour des comptes qui vient de faire un rapport avec Moscovici sur 10 ans de politique industrielle. Même eux estiment, comme ils disent, qu'il y a des progrès mais que c'est très fragile. Alors on est quand même loin de la réindustrialisation. Et puis moi, quand je regarde les chiffres, par exemple, la part du travail industriel, des emplois industriels dans l'emploi global, il a baissé de 2 points. D'accord ? Donc, tu vois, mais n'empêche, le maire nous a présenté ça comme on est les rois du pétrole, on a été champion de la réindustrialisation, et moi je pense qu'à la fin, c'est un peu comme, toi, c'est la mariée était trop belle, quoi. Et je pense que ça a fini par influer, à mon avis, et c'est ce que je veux découvrir dans cette commission d'enquête, sur les fonctionnaires qui, eux, sont chargés de mouliner tout ça et de produire des prévisions. Ils voulaient pas contrarier le chef?
Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est un contexte où des fonctionnaires, les fonctionnaires, ils servent quand même du politique. Alors ça ne veut pas dire qu'ils se plient complètement à ce que veut dire le politique, mais n'empêche, ils vont, et d'ailleurs c'est quelque part la beauté d'un État qui a des fonctionnaires qui, quelle que soit la couleur politique auquel ils servent, vont essayer d'adapter leurs prévisions, leurs techniques par rapport, vont se mettre au service de cette politique. C'est normal, ils ont été élus, on se met au service de cette politique. Bon. Et moi je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire qu'on a une succession d'erreurs parce que on a une politique économique sur l'offre et la compétitivité qui est en train de dérailler total, on pourra en parler si tu veux après, et je pense qu'ils n'ont absolument pas prévu le fait que ça allait dérailler à ce point-là. Et donc ça explique que, par exemple, en milieu d'année 2024, je suis reçu par Thomas Cazenave à Bercy, qui me dit texto, il était déjà démissionnaire à ce moment-là, puisque le gouverneur, qui me dit... en termes de TVA, en termes d'impôt sur le revenu, en termes d'impôt sur les sociétés, les chiffres sont bien plus dramatiques qu'on l'imaginait. Encore. Je dis encore parce que déjà, ils avaient eu une rectification fin décembre d'une note qui avait été produite par le Trésor, qui avait été chercher le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, qui déjà alertait sur le fait qu'en quelques semaines, les chiffres n'étaient pas bons. Mais alors là, en juillet, c'était ce que je t'ai dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire un déficit bien plus important parce que les recettes ne sont pas au rendez-vous. Donc cette politique, le résumé de ça, c'est que ce n'est pas seulement le problème, pour moi, qu'elle n'est pas capable de prévoir, elle a une imprévisibilité grave, mais c'est surtout qu'en plus, elle est en train de nous emmener dans le mur. Pourquoi ? Parce que, à force d'avoir baissé les impôts des plus riches, comme jamais on l'a vu, des ultra-riches, eh bien, il y a autant d'argent qui manque à l'État. Et l'an dernier, on le sait, c'est 62 milliards qui a manqué à l'État. C'est-à-dire que la perte des recettes cumulée en 2023, sur l'année 2023, du fait des cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron, c'est 62 milliards. Donc, ce qui me fait dire une chose, c'est que contrairement à ce que nous disent les libéraux, la question des déficits aujourd'hui, c'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'il y a moins de recettes. Et ça a été organisé au service des plus riches. Et là, après, tu regardes, tu dis, bon, bah, est-ce que d'avoir donné autant d'argent aux plus riches, ça a servi l'économie ou pas ? Plus riches, à partir de combien ? Ah, les plus riches, c'est les quelques milliers de personnes qui, dans ce pays, gagnent beaucoup d'argent. Combien ? Bah, par exemple, les 500 patrimoines les plus riches, on a à peu près 147 milliardaires dans le pays. Les 500 plus riches, donc, je ne peux pas te donner l'étiage exact, mais... qui, j'allais dire, ont des revenus par an de centaines de millions d'euros, quoi. D'accord ? Je ne peux pas te dire le chiffre exact. Mais les 500 plus riches, là, le chiffre que je te donne, c'est le classement de Challenge qui est fait de manière sérieuse chaque année. Pour bien comprendre ce qui s'est passé et à quel point ce n'est pas seulement un problème d'inégalité, mais c'est un problème d'argent qui nous manque. Avec Macron, les 500 personnes les plus riches de ce pays, elles ont vu leur patrimoine passer de 2017 à 2024, passer de 21% du PIB à 42% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que tu as 500 personnes qui aujourd'hui possèdent 42% de la richesse nationale, du patrimoine national. Pas du PIB, du patrimoine national. Enfin, c'est une progression énorme. Or, dans le même temps, le patrimoine national, il n'a pas doublé. Donc, si leur patrimoine a doublé, bah, inévitablement, ça veut dire qu'ils puisent cet argent sur tout le monde. C'est mécanique, enfin, c'est du marxisme bête. Tu vois, il y a pas, tu produis des richesses, si tu as des gens qui gagnent tout d'un coup deux fois plus qu'ils ne gagnaient, que cette richesse globale n'a pas progressé par deux, bah, il a bien fallu qu'ils prennent ailleurs. Et ça n'a pas servi l'économie. Ça a multiplié par deux les dividendes, mais ça n'a pas servi l'économie.